Ok, imaginez la scène. Nous sommes en 1993 et un enfant quelque part en France allume sa télévision un matin de semaine avant d'aller à l'école. Il ne sait pas encore ce qui l'attend, donc il zappe comme d'habitude et soudain sur son écran cathodique apparaît une image qu'il n'oubliera jamais. Un jeune garçon aux cheveux impossibles, portant une tenue orange criarde. Il a les cheveux qui se dressent, une lumière dorée autour de lui et un cri qui fait littéralement vibrer les murs de ton salon. Ce cri, vous le connaissez et tout le monde le connaît. C'est le cri du Super Saiyan, c'est le cri de Goku, Son Goku. Et donc ce matin-là, la vie de cet enfant vient de changer et ce pour toujours. Et donc maintenant, avançons d'une trentaine d'années, donc 30 ans dans le futur. Nous sommes en 2020, 2021, voire 2022, et un adulte fatigué par une semaine de travail éreintante s'installe sur son canapé et ouvre Netflix. Et donc, par ce fait, commence à regarder ce que son fil d'actualité et son feed de recommandations lui proposent tous les jours. Et là, il tombe sur une série d'animations. Une vraie. Avec une animation qui semble défier toutes les lois de ce qui est possible de réaliser. Des personnages d'une profondeur psychologique rare et une bande son qui vous transperce le cœur, sans parler d'une histoire qui parle de classe sociale, de trauma et de sœurs qui s'aiment mais se détruisent en même temps. Une série d'animations qui fait une vraie critique sociale et sociétale. Et si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que dans quasiment toutes mes vidéos, il y a toujours cette part de critique sociale et de sociologie. Donc effectivement, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Mais cette série, c'est Arcane. Et donc oui, dès les premières minutes de visionnage, cet adulte fut convaincu qu'il était en train de regarder quelque chose d'exceptionnel. Peut-être même là, l'une des meilleures œuvres de fiction qu'il n'ait jamais été créée. Et dès lors, une question s'impose, parce que nous avons là deux expériences, deux générations et deux chefs-d'œuvre, mais pourtant une question qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, surtout si vous êtes un fan d'Arcane comme je le suis par exemple. Mais est-ce que ces deux œuvres ont le même destin ? Est-ce qu'Arcane, aussi brillante soit-elle, peut un jour atteindre le statut d'un Dragon Ball et surtout ce statut d'œuvre universelle, de référence transculturelle et de personnage reconnu aussi bien dans les villages les plus reculés du Congo comme dans les banlieues de Tokyo, de Buenos Aires, de Paris ou encore de Lagos. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage en deux étapes. Une ici, sur Otascrim, qui sera un voyage à travers l'histoire d'une franchise qui a littéralement changé la culture mondiale et d'une autre qui a redéfini les standards de l'animation moderne. Et ce voyage ne s'arrête pas là parce que derrière Arcane se cache un univers beaucoup plus vaste, un univers qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années, voire une vingtaine maintenant, et un univers fait de champions, de régions, de guerres, de mythes et de tragédies. Et donc, c'est bien là la suite de notre voyage que tu retrouveras sur ma chaîne Gaming Scream, que tu verras en description de cette vidéo ou dans la page d'accueil de ma chaîne. Là-bas, nous parlerons du jeu en lui-même, de ce monde gigantesque qu'est Runeterra et de la relation particulière de millions de joueurs avec lui. Bien sûr, ce jeu, tu l'auras bien compris, c'est League of Legends, donc LOL pour les intimes. Mais avant d'y arriver là, il faut répondre à la question la plus fondamentale qui soit, une question presque inconfortable. Comment une œuvre aussi brillante qu'Arcane peut-elle exister sans forcément devenir une légende comme Dragon Ball ? Bon, ok. Pour comprendre pourquoi Arcane ne sera probablement jamais aussi culte qu'un Dragon Ball, il faut d'abord comprendre à quel point Arcane est extraordinaire. Non, parce que si on ne pose pas ça clairement et si on ne mesure pas tout de suite l'ampleur de ce que les studios Fortiche et surtout Riot Games ont réalisé, on ne pourra pas comprendre l'injustice, et oui, c'est bien ça le terme, de la situation.
Bon, pour les derniers de la classe qui n'ont pas suivi, et pour ceux qui sont pas sortis de leur grotte depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, je vous la refais encore une fois. Arcane, c'est quoi? C'est une série d'animation basée sur l'univers de League of Legends. Et déjà, rien qu'avec cette phrase, vous devrez vous arrêter là. Parce qu'adapter l'univers de League of Legends, donc l'univers de Runeterra en une série d'animation, ce n'est pas une évidence classique. League of Legends est un jeu compétitif, donc un MOBA stratégique où des millions de joueurs s'affrontent en ligne chaque jour. Je vous l'aurai donc compris, on n'est pas là sur un jeu narratif, ce n'est pas un RPG avec une histoire linéaire et un héros qui est clairement défini. C'est un jeu de stratégie qui a grandi pendant plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années, accumulant des dizaines de personnages et des dizaines de régions, donc des dizaines de fragments de lore dispersés à travers ceux-ci. Et tout ceci sans jamais vraiment proposer une narration centrale et cohérente. Donc je te pose la question, mais comment tu adaptes le chaos? Comment tu adaptes une œuvre où son histoire commence il y a la création du monde et se termine avec l'invention de la technologie et encore et en constante évolution et en constant remaniement? Franchement, c'était un bordel monstre. Et pourtant... Arcane est une réussite absolue et c'est incontestable. La première saison, sortie en 2021 sur Netflix, a immédiatement provoqué un choc culturel. Les critiques ont été unanimes, les spectateurs ont été submergés et subjugués, et même des gens qui n'avaient jamais joué à League of Legends, et croyez-moi, ils étaient nombreux dans le public, ont été captivés. Parce qu'Arcane n'a pas été pensé comme une série faite pour les fans de League of Legends. Arcane a d'abord été pensé comme une série faite pour tout le monde, qui racontait une histoire de deux sœurs, Vi et Jinx, Violet et Powder. Arcane a été pensé comme une tragédie sociale. Deux sœurs séparées par la violence d'un monde fracturé entre les riches et les pauvres, entre la ville d'en haut, Piltover qui brille de tous ses feux et les bas-fonds sombres de la fameuse zone qui gronde dans l'ombre d'en dessous. Et ça là, cette histoire-là, elle est universelle. Elle parle de fraternité et de trahison, et elle parle de trauma et de résilience, mais surtout, elle parle d'une lutte. De la lutte de classe et plus précisément de classe sociale et aussi d'innovation technologique et de ses conséquences sur des populations les plus vulnérables et aussi, et bien entendu, du pouvoir et de la corruption, de l'idéalisme qui se brise contre la réalité. Cette histoire, elle parle de personnes ou de personnages qui ne sont ni blancs ni noirs mais qui sont tout simplement humains et qui prennent de mauvaises décisions, mais parfois pour de bonnes raisons, ou de bonnes décisions, mais parfois pour de mauvaises raisons. Entre Jace qui cherche à changer le monde et qui finit par compromettre ses idéaux pour y parvenir, Victor qui cherche à transcender sa condition et glisse vers quelque chose de plus chaotique, ou encore Silco, le tyran de zone qui se révèle l'être l'un des pères les plus complexes de la fiction et de l'animation, Arcane présente une diversité de palettes de personnages, tous plus humains et tous plus vivants que la majorité des personnes dont j'ai connu dans ma propre existence par exemple. Et c'est ça la grande prouesse des scénaristes de Riot et des studios Fortiche et de leur mise en scène et de leur style d'animation. Ils ont réussi à rendre un monde fictif, palpable, et voire même presque réel. Cette violence crasse, cette odeur de soufre qu'il y a dans l'air, c'est ça qui fait tout le sel d'Arcane. On s'y croirait. Et bien entendu, ils n'ont rien inventé. Zone, par exemple, c'est littéralement Gotham, par exemple. Mais voyez-vous, à la différence d'un Gotham tel qu'il nous est dépeint, sauf dans The Dark Knight, qui est vraiment très bien comme trilogie, ou qui décrit un très bon Gotham, les autres villes de fiction qui sont proches du réel sont beaucoup moins palpables, et Arcane réussit à le faire mieux ressentir. Et des exemples de villes fictionnelles aussi palpables que ça sont très rares dans la fiction. Le cas d'Andorre par exemple en est un très bon exemple, où il représentait aussi une ville de l'Empire relativement réelle. On s'y croirait vraiment et on voit vraiment le quotidien de chaque personnage. C'est littéralement cette vibe qu'Arcane inspire avec Zone ou Piltover par exemple.
Ce qui fait que techniquement, Arcane est un petit miracle, mais bon, là je suppose que je ne vous apprends rien. Mais le studio Fortiche, basé à Paris, a développé une technique d'animation hybride mélangeant un style 3D et un style 2D de façon un peu plus traditionnelle, mais ce d'une telle façon que personne n'avait jamais tenté ça à cette échelle. Chaque plan d'Arcane ressemble à un tableau et chaque séquence d'action est une chorégraphie soigneusement composée. Et surtout, la direction artistique est sidérante de richesse, de détails et de cohérence. Et la bande son est soignée avec des groupes comme Imagine Dragons, Stings ou encore Woodkid et j'en passe. Non mais rendez-vous compte qu'une série d'animation a remporté 9 Annie Awards en 2022, 4 Emmy Awards et a été saluée comme l'une des meilleures séries d'animation jamais produites par des dizaines de critiques à travers le monde entier. Et la deuxième saison, sortie en 2024, a maintenu ce niveau d'excellence tout en poussant encore plus loin des enjeux narratifs et visuels. Et avec cette deuxième saison, Arcane s'est conclu définitivement. Riot Games et Fortiche ont annoncé qu'il n'y aurait pas de troisième saison, mais que l'univers continuerait dans d'autres projets, d'autres séries, d'autres formats, mais qu'Arcane, sous sa forme actuelle, était une œuvre finie et complète et surtout aboutie. Sauf que c'est précisément là que le problème commence. Et oui, tu m'as bien entendu, c'est là que le problème commence. Parce qu'une œuvre finie, même parfaite, ne peut pas devenir un mythe de la même façon qu'une œuvre qui dure depuis des décennies. Et c'est déjà là la première grande différence avec Dragon Ball. Mais avant d'y venir, permettez-moi de poser une dernière fois l'enjeu de façon claire. Arcane n'est pas qu'une bonne série. Arcane est un acte artistique et il prouve que l'animation peut raconter des histoires adultes sans trahir ce qui la rend animation unique. Arcane prouve que des jeux, et donc là, en l'occurrence, donc des jeux vidéo, peuvent donner naissance à des œuvres narratives de premier ordre et encore une fois, Arcane mérite plus que n'importe quelle série de sa génération d'être analysée, célébrée et surtout défendue. Ok, si tu as tenu jusque-là et avant d'aller plus loin, je t'invite à liker, partager et surtout commenter cette vidéo, ça aide fortement au référencement et surtout à t'abonner à cette chaîne, ça m'aiderait fortement. Et si tu aimes les récits complets de fiction, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Aramis Crime où je te raconte les histoires complètes de tes fictions préférées telles qu'Invincible, Free Ren et encore plein d'autres qui viendront par la suite. Je t'invite aussi à t'abonner à mes autres chaînes telles que Curious Crime pour de la culture générale, Gaming Crime pour du gaming et d'autres chaînes qui viendront encore par la suite. Abonne-toi aussi à mes autres réseaux sociaux, ça m'aiderait forcément. De toute façon, tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo ou en page d'accueil de cette chaîne. Et je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur les maîtres du sang dans Avatar, qui sont entre guillemets des vieux, l'heure, que tu retrouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Ok, 1984. Akira Toriyama, mangaka japonais, publie dans le magazine Shonen Jump le premier chapitre de Dragon Ball, inspiré librement du voyage en Occident, un roman classique chinois du XVIe siècle. Le manga raconte l'histoire de Goku, donc Son Goku, un garçon naïf et surpuissant qui cherche les Dragon Ball, donc des boules de cristal magiques permettant d'exaucer n'importe quel vœu. La série étant légère, aventureuse, drôle, pleine d'humour et de combat, elle rencontre immédiatement et de manière logique un succès massif au Japon. Et quelques années plus tard, l'adaptation animée suit, donc en 1986. Et puis vient Dragon Ball Z. La transition de Dragon Ball vers Dragon Ball Z en 1989 marque un changement d'un ton radical. Goku, le jeune garçon râpeux de singe, devient un adulte, ou en tout cas un jeune adulte. Et les enjeux, quant à eux, deviennent cosmiques. Les ennemis ne sont plus des rivaux locaux, mais des conquérants de planètes, des dieux et des êtres d'une puissance incompréhensible. Et c'est là que Dragon Ball Z a conquis le monde, et non pas que le Japon, mais le monde entier. Et ce, grâce à un truc qui commençait à se démocratiser bien avant Internet et autres, et qui commençait à arriver dans quasiment tous les foyers, même les foyers les plus reculés des pays les plus pauvres du tiers-monde, la télévision. Et surtout la télévision par satellite.
Et ce, à une époque où Netflix n'était même pas encore un concept. Une époque où le streaming n'existait pas, où Internet était une curiosité réservée à quelques initiés, Dragon Ball Z a conquis la planète par le seul biais de la diffusion hertzienne gratuite. La série est achetée par des chaînes nationales dans des dizaines de pays, des pays qui n'avaient souvent jamais diffusé d'anime auparavant. En France, par exemple, Dragon Ball Z débarque sur TF1 en 1988, et puis sur AB1 et enfin sur Canal J. En Amérique latine, par exemple, il atterrit au Mexique dans les années 90, puis est diffusé en cascade dans le reste du continent. Au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Venezuela, Dragon Ball Z devient littéralement le dessin animé de toute une génération. Des millions d'enfants qui se lèvent avant d'aller en cours pour ne pas manquer un épisode. Des cours de récréation entières où des gens refont des combats genre Goku versus Vegeta ou Gohan versus Cell. Des cahiers recouverts de dessins maladroits de Super Saiyan. Et t'inquiète pas que ce type de cahier avec des dessins foireux de Goku, j'en avais aussi dans mon sac. Et l'Amérique latine n'est pas qu'un exemple. En France par exemple, en Espagne, en Italie et j'en passe, Dragon Ball Z s'impose sur toutes les télévisions nationales et devient le point de référence de toute une culture jeunesse. En Afrique du Nord, donc au Maghreb, la série est diffusée sur des chaînes arabisées et touche des millions d'enfants qui ne connaissaient même pas c'était quoi l'Asie ni le Japon. Et en Afrique donc équatoriale, donc l'Afrique noire, même si l'accès est beaucoup plus fragmenté, Dragon Ball pénètre par des circuits informels tels que des VHS, des cassettes copiées ou encore une fois comme dit, par la télé via satellite par exemple. Ou encore par des rediffusions sporadiques sur des chaînes telles que Télé Africa. Donc rendez-vous compte que dans les années 80, 90, 2000, alors qu'Internet n'était encore qu'une sorte de concept assez balbutiement, et sans l'avènement des réseaux sociaux, une œuvre avait réussi à toucher des millions d'enfants sur Terre. Voyez un peu la portée médiatique et culturelle du symbole de la chose. Et ce, pas que dans des pays développés avec un accès fréquent à la technologie, mais même dans les pays les plus reculés du monde. Regardez, je vous mets au défi, là maintenant, de faire une expérience avec moi, ok? Euh, Prenez une photo de Goku, peu importe laquelle. Allez, de préférence, celle avec les cheveux dorés et qui pointe vers le ciel et son aura de combat jaune autour de lui, donc le Goku en Super Saiyan. Et montrez-la à quelqu'un que je suppose ou que vous supposez n'a jamais regardé d'animé de sa vie. Je sais pas moi, votre mère, votre tante, votre grand-mère ou encore votre oncle ou ce voisin qui n'aime que le foot. Bref, montrez-la lui, ok? Faisons le test et dites-moi ce qu'il en retourne. Je vous parie qu'il reconnaîtra cette silhouette, qu'il reconnaîtra ce personnage. Il ne saura peut-être pas vous dire le nom de ce personnage, ni encore même de quelle œuvre il est issu, mais il le reconnaîtra à 100%, car Goku et donc Dragon Ball est ancré dans l'inconscient collectif mondial au même titre qu'un Superman, qu'un Spider-Man ou encore qu'un Mickey Mouse. Maintenant, essayez la même chose avec une Jinx. Prenez la même chose, Jinx, cheveux bleus, cressés, sourire démentiel et montrez-la à votre maman, votre papa ou votre oncle, ainsi de suite. Et là, voyez sa réaction. Et à partir de là, déjà, vous comprenez quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que si cette personne n'a jamais vu Arcane ni jamais joué à League of Legends, les chances qu'il la reconnaisse chutent de façon vertigineuse. Et ce, non pas parce que Jinx est un mauvais personnage, bien au contraire, Jinx est l'un des meilleurs personnages les mieux écrits et les plus iconiques de l'animation moderne récente, mais parce que, surtout, l'image de Jinx n'a pas eu le temps ni les conditions de s'imprimer dans l'inconscient mondial de la même façon qu'un Goku. Et c'est précisément là que le paradoxe apparaît, parce qu'en théorie, Jinx est né à l'époque la plus favorable possible, une époque où les images circulent à une vitesse jamais inégalée, où un personnage peut être partagé en quelques secondes sur TikTok, Instagram ou encore Twitter, et où les extraits de séries peuvent devenir viraux du jour au lendemain et atteindre des millions de vues et des millions de personnes en quelques heures. Tout semble réuni pour qu'une nouvelle icône, donc culturelle, émerge au plus vite et au plus rapidement qu'avant. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Non, parce que là où l'image de Goku s'était imprimée lentement dans un monde médiatique limité à quelques chaînes de télévision et quelques magazines, l'image de Jinx, elle, est née dans un monde saturé. Un monde où chaque jour des milliers de nouvelles images, de personnages et d'univers se disputent notre attention, donc notre
autant de cerveaux disponibles. Et dans cet océan permanent de contenu, même les personnages les mieux écrits peuvent avoir du mal à devenir des symboles universels. Et c'est là l'une des différences fondamentales entre ces deux œuvres. Dragon Ball n'est pas seulement populaire, mais c'est devenu une mythologie. Il a atteint un stade rare où ses personnages, ses images et ses références dépassent l'œuvre elle-même. Goku n'est plus un personnage de manga, Goku est un archétype. Il est la métaphore vivante du guerrier qui se surpasse pour s'améliorer sans cesse, et surtout qui ne renonce jamais. Il est devenu un langage partagé, une image que n'importe qui dans le monde peut décoder instantanément, et ce, même sans n'avoir jamais regardé un seul épisode. Et donc, posons-nous maintenant la question qui à première vue pourrait sembler simpliste, mais qui en réalité est au cœur de tout. Pourquoi Dragon Ball a pu toucher un enfant quelconque dans un village quelconque sans internet alors qu'Arcane en 2021 ne le peut pas? L'accessibilité d'une œuvre n'est pas seulement une question technique d'accès au support, c'est aussi la question de la barrière d'entrée narrative, et sur ce plan, Dragon Ball et Arcane représentent deux philosophies radicalement opposées. DBZ donc, c'est une simplicité lumineuse, Goku est fort et Goku est gentil. Goku affronte des ennemis encore et encore de plus en plus forts. Donc Goku s'entraîne et il se bat. Donc il a le pouvoir de l'amitié et c'est des amitiés qui se nouent. La Terre est sauvée et basta, le monde est réglé. Cette structure narrative est clarifiée et d'une clarté absolue, accessible à un enfant de 5 ans comme un adulte de 50 ans. En gros, avec DBZ, vous n'avez pas besoin de connaître les contextes géopolitiques de l'univers. Vous n'avez pas besoin non plus de comprendre les enjeux politiques de la planète. Vous n'avez même pas besoin de décoder des couches de métaphores sociales pour suivre l'histoire. Vous mettez le premier épisode et en 5 minutes, vous savez exactement où vous en êtes. Et cette simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une force colossale parce que la simplicité permet la transmission. La simplicité permet à une grand-mère d'offrir un t-shirt de Goku à son petit-fils sans jamais avoir regardé la série. La simplicité permet à un père de jouer au football avec ses enfants en faisant un bruit de Kamehameha. La simplicité permet à un jeu vidéo de reproduire l'essence d'une œuvre sans jamais trahir son âme. Et Dragon Ball est simple de la même façon que les grands mythes sont simples. Hercule est fort et courageux, Ulysse est intelligent et rusé, et Achille est invincible mais vulnérable à son talent. Ce sont des archétypes qui traversent des cultures parce qu'ils sont compréhensibles universellement. Or Arcane, c'est l'opposé absolu. Arcane est profond, nuancé et complexe, et c'est précisément ça qui en fait un chef-d'œuvre. Mais cette profondeur a un coût et un coût narratif. Pour apprécier pleinement Arcane, pour saisir toutes les couches de sens, vous devez vous laisser immerger dans un univers d'une grande densité. Vous devez comprendre les fractures sociales entre Piltover et Zone, comprendre ce que représente l'Hextech et pourquoi son développement est à la fois une promesse mais aussi une menace, et aussi comprendre les dynamiques politiques du conseil de Piltover et la psychologie des barons de la chimie de Zone. Et effectivement, cela ne pose aucun problème si vous êtes un spectateur adulte, attentif et prêt à vous investir émotionnellement dans une œuvre complexe. Mais cela pose un problème gigantesque si vous cherchez à construire une audience universelle, intergénérationnelle et transculturelle. Un enfant de 7 ans peut tomber amoureux de Goku instantanément. Et effectivement, un enfant de 7 ans peut regarder Arcane et trouver ça beau, mais la profondeur psychologique et les enjeux politiques lui échapperont totalement et en grande partie pendant des années. Ce qui fait que des œuvres qui deviennent des légendes générationnelles comme DBZ, One Piece ou encore Naruto et Pokémon ont ceci en commun, cette capacité à être adoptées très tôt, très facilement et à grandir avec leur public. Mais hormis ça, il y a aussi une autre dimension à l'accessibilité qui mérite d'être abordée, et c'est celle de la durée. DBZ est une série de 291 épisodes et DBS est une série de 131 épisodes. Il y a déjà des dizaines de films d'OAV de spin-off. On parle d'un catalogue de contenu qui peut facilement occuper une personne pendant des mois, voire des années. Et cette durée n'est pas qu'une question de volume, c'est une question d'attachement progressif. Plus vous passez du temps avec des personnages, plus vous vous attachez à eux. Et donc, par logique, plus vous suivez leur évolution sur des années, plus ils deviennent des compagnons de vie. Les fans de DB, DBZ, DBS ne sont pas juste là pour regarder la série,
ils ont grandi avec Goku et ont vieilli avec Vegeta, et ils ont pleuré à la mort de Krillin d'une façon qui a marqué, et qui continue encore d'ailleurs à marquer des générations après eux. Or, Arcane, avec ses 18 épisodes répartis sur 2 saisons, est une expérience intensive mais brève. Elle vous prend aux tripes, vous brise le cœur et elle vous offre certaines scènes des plus belles de l'animation moderne, mais elle ne peut pas vous offrir cette durée et cette complicité qui se construit sur des années, ou en tout cas, encore une fois, ne peut pas le faire avec la série Arcane. On en reparlera justement sur Gaming Scream de League of Legends en lui-même. Mais là, pour l'instant, on est juste structuré sur Arcane. Et ça, c'est une limite structurelle que la qualité de la série, aussi haute soit-elle, ne peut compenser. Et ce que DB, DBZ et DBS ont compris, consciemment ou non d'ailleurs, c'est qu'une mythologie ne se construit pas en une nuit. Elle se construit avec le temps, avec de la répétition et avec de la transmission intergénérationnelle. Ok, si tu as tenu jusque-là et avant d'aller plus loin, je t'invite à liker, partager et surtout commenter cette vidéo, ça aide fortement au référencement et surtout à t'abonner à cette chaîne, ça m'aiderait fortement. Et si tu aimes les récits complets de fiction, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Aramis Scream où je te raconte les histoires complètes de tes fictions préférées telles qu'Invincible, Free Ren et encore plein d'autres qui viendront par la suite. Je t'invite aussi à t'abonner à mes autres chaînes telles que Curious Scream pour de la culture générale, Gaming Scream pour du gaming et d'autres chaînes qui viendront encore par la suite. Abonne-toi aussi à mes autres réseaux sociaux, ça m'aiderait forcément. De toute façon, tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo ou en page d'accueil de cette chaîne. Et je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur GTO et l'arnaque du système scolaire, que tu retrouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Nous vivons dans une époque de fragmentation culturelle absolue, et cette fragmentation est l'ennemi déclaré des mythes collectifs. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Dans les années 90, quand DBZ passait à la télévision, il n'y avait pas 32 alternatives immédiates. Et il n'y avait pas Netflix, ni même Disney+, ou encore Amazon Prime, pas même de Crunchyroll ou encore de YouTube, encore moins de TikTok. En gros, pas de réseaux sociaux avec leur flux infini et continu. Il n'y avait que la télévision, et sur la télévision, à une heure donnée, dans un pays donné, tout le monde regardait plus ou moins les mêmes choses. Et certes, cette uniformité n'était pas idéale sur tous les plans, bien sûr, mais elle créait quelque chose d'irremplaçable, une expérience culturelle partagée. Donc, quand DBZ passait à 8h du matin sur les chaînes de télé, des millions d'enfants français, ou peu importe d'ailleurs, regardaient la même chose en même temps, et le lendemain matin, dans les cours d'école, tout le monde avait vu le même épisode, et donc tout le monde savait ce que Goku avait fait, et ainsi, tout le monde avait la même référence au même moment. Et cette expérience commune, donc dans cette cour d'école où les enfants rejouaient les mêmes scènes, parlait à un très grand nombre et ancrait des souvenirs heureux dans la mémoire de ces enfants. Et c'est comme ça qu'on crée un mythe. C'est comme ça que les mythes poussent. Or, Arcane, elle, est née dans un monde radicalement différent. Arcane est sur Netflix, une plateforme payante disponible uniquement dans 190 pays, mais pas accessible par tous de la même façon et pas disponible pour tout le monde financièrement et surtout noyée dans un catalogue de milliers de films, de séries et de documentaires. Donc quand Arcane sort en 2021, elle génère un tsunami de réactions sur les réseaux sociaux. Les gens qui l'ont vu en parlent avec une passion extraordinaire, mais combien de personnes parmi votre entourage l'ont réellement regardé? Combien parmi elles ont regardé les 2 saisons entières et combien parmi celles qui regardent Netflix mais n'ont jamais cliqué sur Arcane savent précisément de quoi il s'agit? Et ça, là, c'est le paradoxe de notre époque. Il n'a jamais été aussi facile de produire et de distribuer du contenu de qualité exceptionnelle, mais il n'a jamais été aussi difficile de créer un monument culturel partagé universel qui touche tout le monde en même temps. Parce que l'attention de l'humanité est aujourd'hui fragmentée en des milliers de sources, de milliers de plateformes et des milliers de contenus. Et dans cet océan d'offres, même les chefs-d'œuvre
peinent à laisser une trace durable au-delà de leur communauté de fans respective. Tenez, voici un test que vous pouvez faire et que j'ai moi-même fait pour faire cette vidéo. Allez sur YouTube et tapez Dragon Ball. Et regardez le flux de vidéos. Des analyses, des débats, des montages, des shorts, des théories, des tributes, des comparaisons de puissance, bref, postés hier, aujourd'hui, il y a 3 heures, il y a 1 an, il y a 30 minutes, même à l'instant où je vous parle, il y a forcément une vidéo DBZ qui est postée quelque part dans le monde. En gros, le flux ne s'arrête jamais. Parce que Dragon Ball est une culture vivante, une culture qui se renouvelle sans cesse, qui génère du contenu organique, naturel et quotidien. Les fans de DBZ et de DBS et de tous ses dérivés ne produisent pas du contenu parce qu'un événement marketing les y invite. Non, ils produisent parce que l'univers les habite, parce qu'il est ancré en eux et parce que des questions sur des débats de puissance, il y en a tout le temps. Or, maintenant, tapez Arcane sur YouTube et voyez, vous verrez qu'il y a eu une grosse vague massive de débats sur Arcane lors des sorties des saisons et quelques mois après, mais que au fur et à mesure que le temps a passé, cette vague s'est essoufflée. Et d'ailleurs, cette vidéo Arcane est l'une des rares vidéos Arcane qui va sûrement sortir cette année comparée à des dizaines et des centaines d'autres vidéos sur DB ou DBZ ou DBS qui sortiront ne serait-ce que cette journée. Et c'est là le piège de notre époque. Nous confondons l'intensité de la réaction immédiate avec la profondeur de l'impact durable, parce que les réseaux sociaux amplifient l'instantané de façon vertigineuse. Quand Arcane sort, Twitter, Reddit et TikTok explosent. Des vues, des partages, des commentaires massifs se font. Mais sur la durée et la longue période, DBZ gagne. Et c'est comme ça que l'on crée un mythe. Effectivement, une œuvre événement, c'est une œuvre qui provoque une réaction massive, immédiate et intense au moment de sa sortie. C'est une œuvre qui génère des débats et qui divise, ou qui rassemble, mais en tout cas qui monopolise l'attention collective, mais surtout pendant un temps déterminé. Et à notre époque, les exemples sont nombreux. Squid Game, par exemple, Game of Thrones, Stranger Things et oui, Arcane. Ces œuvres créent ce que les sociologues appellent des moments culturels, c'est-à-dire un instant où une fraction subjective et significative de la population mondiale consomme et discute la même chose à un même moment. Or, une icône, c'est autre chose. Une icône, ce n'est plus seulement une œuvre que les gens regardent, c'est un symbole qui vit en dehors de l'œuvre elle-même. Spider-Man, par exemple, est une icône, parce que même quelqu'un qui n'a jamais vu un Spider-Man pourrait reconnaître l'homme araignée et comprend intuitivement ce qu'il représente. Mickey Mouse aussi est un exemple, une icône parce que son image est immédiatement associée à l'enfance, à la magie, au sentiment de la joie universelle. Et oui, Goku aussi est une icône, parce que sa silhouette, ses cheveux, son attitude et sa posture de combat, tout cela communique instantanément. Voici quelqu'un qui se surpasse, qui refuse d'abandonner et qui trouve toujours une façon de devenir de plus en plus fort. Et le passage d'une œuvre événement à une icône est un processus long, non planifié et imprévisible, et surtout soumis à des conditions historiques et culturelles bien précises. Il ne suffit pas qu'une œuvre soit bonne, ni même qu'elle soit populaire pour que ça marche en fait. Il faut que ces images, ces personnages et ces références s'intègrent progressivement dans la langue commune mondiale, dans la culture globale de la planète. Il faut que ces éléments soient suffisamment simples, suffisamment lisibles et suffisamment universels pour être utilisés comme des métaphores partagées. Exemple, le Kamehameha est beaucoup plus iconique que le Akira Slide. Et c'est là que Jinx et Goku divergent. Goku peut être utilisé comme métaphore dans n'importe quelle conversation. Par exemple, il a un côté Goku. Ça veut dire quelque chose pour des millions de personnes, genre que la personne est naïve ou surpuissante ou jamais découragée ou peut-être qu'il aime se battre. Bref, il a un power-up à la Saiyan, ça veut dire qu'il évolue de manière, je sais pas moi, graduelle, avec des transformations, une puissance inattendue. C'est des expressions qui intègrent l'univers donc de Dragon Ball dans le langage courant. C'est devenu des sortes de mèmes culturels.
Jinx, elle, est un personnage extraordinaire. Sa psychologie fragmentée, son traumatisme d'enfance, sa relation toxique avec Silco, son amour dévastateur pour Vi, tout cela est d'une richesse et d'une profondeur qui surpasse probablement n'importe quel personnage de Dragon Ball sur le plan de la construction narrative. Mais Jinx, elle, est difficile à résumer. Elle est difficile à réduire à une image simple, à un archétype immédiatement lisible. Elle est trop complexe pour être une icône universelle, et cette complexité, encore une fois, est précisément sa force en tant que personnage, mais constitue un obstacle à son iconisation. Il y a une troisième dimension qui n'est pas souvent abordée dans ce débat, et c'est celle de la reproductibilité artistique. Les personnages iconiques de la culture pop ont en commun d'être facilement reproductibles. Tiens, prenez par exemple Goku, Superman, Naruto ou encore Luffy. Leurs designs sont relativement simples, reconnaissables même dans un dessin amateur, même griffonné à la va-vite sur un cahier d'école. Cette simplicité visuelle est une qualité stratégique pour la mythologisation, parce qu'un personnage que les enfants peuvent dessiner est un personnage que les enfants s'approprient, et un personnage que les enfants s'approprient devient un personnage qu'ils portent avec eux toute leur vie. Or, Jinx est visuellement spectaculaire. Ses tresses bleues, son maquillage dramatique, son style steampunk maniaque sont d'une beauté iconique pour les fans et les artistes qui connaissent le personnage. Mais ils sont plus difficiles à reproduire spontanément, plus difficiles à simplifier en un croquis rapide sur un cahier d'école. Et cette barrière visuelle, aussi minime soit-elle, a son importance dans le processus de mythologisation. Ce que je veux dire, en résumé, c'est qu'Arcane a produit un événement culturel de premier ordre. Elle a généré deux vagues massives d'enthousiasme, de discussion, d'analyse, d'éloges. Elle a changé les standards de l'animation et surtout elle a redéfini ce que les adaptations de jeux vidéo pouvaient être, et elle a prouvé que la narration animée pour adultes méritait d'être prise au sérieux par les plus grandes institutions du monde du spectacle. Et tout ça c'est réel, tout ça c'est important et tout ça c'est à célébrer. Mais encore une fois, un événement culturel, même immense, même brillant, n'est pas automatiquement une icône. Et une icône n'est pas automatiquement un mythe. Ces transformations prennent du temps, beaucoup de temps. Et dans un monde fragmenté où l'attention collective passe d'une œuvre à l'autre à une vitesse croissante, ce temps est devenu une ressource extrêmement rare. Ok, maintenant il est temps de parler de la vraie raison pour laquelle cette vidéo existe. Il est temps de parler de League of Legends, donc LoL. Car évidemment, on va commencer à faire des vidéos cross-média entre cette chaîne et mes autres chaînes, donc soit de culture ou de gaming ou encore de tuto. Bref, je verrai comment j'adapte ça, mais cette-ci par exemple, elle sert au lancement donc de ma chaîne gaming, dont tu retrouveras la vidéo complémentaire dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou en description de cette vidéo. Non, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinairement ironique dans cette histoire. Arcane est une série basée sur l'univers de League of Legends, et League of Legends, lui, pourrait prétendre à un statut proche de celui de Dragon Ball, sauf que League of Legends est un jeu créé par Riot Games en 2009. Bref, je vous passe tout l'historique, je vous en reparlerai encore donc une fois sur la vidéo qui sera dédiée sur la chaîne gaming, donc Gaming String, que tu retrouveras en description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. L'autopromotion n'est jamais finie, mais ça c'est juste une chose, c'est que c'est un jeu qui est devenu en moins de 5 ans le jeu le plus joué au monde. Voilà, rien que ça, avec des dizaines de millions de joueurs actifs mensuels. Un jeu qui a engendré une scène e-sport gigantesque avec des tournois diffusés dans des stades entiers. Un jeu dont les World Championships ont rempli le stade de Chine et qui sont regardés par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Sauf que c'est pas tout. LoL a aussi un univers gigantesque. Runeterra, un univers d'une richesse et d'une cohérence qui prennent le souffle. Runeterra n'est pas le background accessoire d'un jeu de combat. C'est un monde entier, avec des continents, des régions aux histoires et aux cultures distinctes, des centaines de personnages avec leurs propres arcs, leurs propres traumas, leurs propres relations. Piltover, la cité de la technologie et du progrès, éblouissante et oppressante à la fois. Zaun, les bas-fonds qui grondent sous ses pieds, royaume de la débrouille et de la résilience. Noxus, l'empire guerrier et conquérant, d'où provient mon main et accessoirement le meilleur champion du jeu. Katarina, je veux rien savoir, celui qui boude, je le bannis de ma chaîne à la fille. Katarina, meilleur champion du jeu, c'est bon, allez, fin du débat, on enchaîne. Ionia, la région de la magie et de la méditation.
En bref, ce monde est vivant, ce monde est habité, et Arcane n'en a exploré qu'une infime partie avec 2 villes, 2 saisons, 18 épisodes. Et c'est là que je dois être honnête avec vous sur quelque chose, sur mon rapport personnel à League of Legends, parce que cette vidéo ne serait pas complète si je ne vous disais pas que League of Legends pour moi c'est une histoire d'amour et de haine. Vous savez, ce genre de relation toxique qui vous hante là. Un jeu que j'ai adoré profondément, que j'ai détesté avec la même intensité, que j'ai quitté, que j'ai retrouvé, que j'ai maudit et que j'ai célébré. Un jeu qui, dans ses meilleurs moments, vous donne un sentiment d'accomplissement, de stratégie, de travail d'équipe, qui est difficile à trouver ailleurs. Et qui, dans ses pires moments, vous rappelle que l'humanité est capable du pire dans un contexte compétitif en ligne. Mais cette relation complexe n'a jamais effacé ce que j'éprouve pour l'univers de Runeterra. Cet univers est grand et il est riche. Il est capable de porter des histoires d'une beauté exceptionnelle, comme Arcane l'a prouvé. Et cette richesse qui donne un espoir à l'impact d'Arcane ne s'arrête pas qu'avec la fin de la série. Non, parce que Riot a annoncé d'autres projets dans l'univers de Runeterra. D'autres séries d'animation, par exemple, sont en cours de développement, et chaque nouvelle production viendra enrichir de plus en plus cet univers et donc ce lore, et chaque nouveau personnage sera mis en lumière pour chaque nouvelle région de Runeterra et sera exploré et exploité. Et ceci ajoutera une couche de sédimentation supplémentaire à un univers déjà relativement vaste. Donc, pour suivre tout cela ensemble, encore une fois, je vous redirige donc sur ma chaîne Gaming Scream où on parlera plus en détail de ce lore étendu qu'est celui de Runeterra et bien entendu plein d'autres lores encore. Alors, que retenir de tout ça? D'abord, une chose simple, Arcane est un chef-d'œuvre, ça c'est clair. Aucune des réflexions que nous avons abordées durant cette vidéo ne diminue sa valeur, soyons clairs là-dessus. La série a repoussé les limites de l'animation. Ça, c'est un fait. Elle a prouvé qu'une adaptation de jeu vidéo pouvait devenir une véritable œuvre d'art et elle a offert un certain regard à des personnages les plus touchants de ces dernières années. Arcane mérite d'être regardé, d'être analysé et surtout d'être célébré. Et si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, je vous conseille d'aller regarder cette série. Mais malgré tout ça, Arcane ne deviendra probablement pas aussi culte universellement que l'est Dragon Ball. Pas parce qu'elle est de moins bonne qualité ou parce qu'elle ne le mérite pas, mais surtout parce que les conditions qui ont permis à Dragon Ball de devenir un mythe mondial n'existent plus vraiment aujourd'hui. Non, soyons clairs, la télévision, elle existe toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont on accède à l'information et surtout à ce genre d'œuvre a totalement changé. Actuellement, nous vivons dans un monde où l'attention est fragmentée, où les œuvres brillent certes très fort, mais seulement par des moments, par des périodes, et on sait qu'elles vont être rapidement remplacées en fait. Et c'est là le vrai drame. Arcane a eu la mauvaise chance d'être un chef-d'œuvre dans un monde où être un chef-d'œuvre ne suffit plus pour devenir un mythe. Dragon Ball, par exemple, a eu la chance d'arriver au bon moment, dans le bon monde, avec une bonne simplicité. Et ces 2 œuvres, chacune à leur façon, nous apprennent quelque chose d'essentiel sur l'époque dans laquelle nous vivons, ou dans laquelle nous sommes nés, ou dans laquelle grandiront les générations futures. Donc maintenant, si cette exploration de l'univers d'Arcane vous a donné envie d'aller plus loin, et si vous vous demandez quel est ce monde immense dont Arcane n'est qu'un fragment, et si vous voulez comprendre ce que League of Legends a construit depuis plus d'une quinzaine d'années dans une histoire de lore, de personnages, de régions et surtout de récits épiques, je vous invite donc à vous rendre sur Gaming Scream que vous retrouverez en description de cette vidéo ou dans la page d'accueil de cette chaîne où on évoquera tout ce lore qui tourne autour de l'univers de League of Legends, donc de Runeterra, mais pas que. On abordera aussi du lore côté Warhammer ou World of Warcraft et encore d'autres lores de fiction que vous voudrez bien qu'on puisse aborder. Bref, dis-moi en commentaire le prochain personnage ou la prochaine œuvre que tu veux qu'on analyse. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos.
Ici, sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne et à mes autres chaînes que tu trouveras en description ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Scream, la culture générale sur Curious Scream, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et abonne-toi aussi à tous mes autres réseaux sociaux, lien en description de cette vidéo et de toutes mes autres vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.